Ravi donc de vous retrouver pour cette édition, la dernière de la semaine. Alors on commence tout de suite, comme vous l'avez constaté, par le débat. On verra pour la partie commentaire. Le débat d'aujourd'hui parle des réformes, des protections de l'Antiquité en Égypte. Alors c'est un gros problème puisque en Égypte, surtout après la révolution de 2011, beaucoup de vols, beaucoup, je dirais beaucoup d'antiquités se sont retrouvées sur les marchés noirs, les enchères au noir, justement, de manière illégale et impossible de les récupérer ou impossible déjà de les prendre à la source. Nous allons voir quelles sont les réformes qui ont été mises en place. D'ailleurs, un syndicat des métiers de l'Antiquité ou des professionnels de l'Antiquité devrait avoir le jour. Dr Hagagi Ibrahim est professeur d'Antiquité à l'Université de Tanta actuellement. Il va nous en parler davantage. Dr Hagagi, ahlan bik ma'ana. Dr Hagagi, vous êtes le bienvenu. Merci. Nous voulons commencer par les événements ou de l'actualité et le Parlement devait promulguer une loi pour la création d'un syndicat pour les archéologues. Donc, concernant le syndicat, ce n'était pas une idée d'un jour au lendemain, c'était une idée qui existait depuis les années 80, depuis l'existence d'Ibrahim Hawass, qui était le grand inspecteur des pyramides. On s'est réunis ensemble, nous étions très ravis quand Dr Ibrahim Abdelhamid a accédé au pouvoir des antiquités et finalement on a créé le syndicat qui était en cours sous la présidence du docteur Faiza Heikal et comme vous savez, Madame Faiza Heikal est très connue au niveau international et après donc cette question est examinée par le Parlement et je crois que docteur Heikal qui était responsable du ministère de la Culture et enthousiaste pour ce thème, mais prière que ce syndicat concerne seulement les archéologues et des professeurs, des académiciens de l'université, parce que grâce à Dieu, je suis un archéologue et académicien à la fois. Alors, nous pouvons vous considérer comme l'un des archéologues. Alors, je suis dans les deux. J'ai commencé dans le domaine archéologue, j'ai travaillé dans le domaine archéologique et j'étais responsable des mesures archéologiques et j'ai participé au comité permanent, la gestion du musée copte et du musée égyptien. Donc, c'est une médaille qui a été décernée par le président italien. Concernant cette médaille, c'était le résultat de mon travail au sein du Centre égypto-italien des antiquités. J'ai coopéré avec une mission italienne présidée par M. Joseph Penfoni et nous avons restauré plusieurs sites archéologiques et j'appelle tout le monde à visiter ces sites archéologiques et j'ai eu cette médaille pour la restauration et parce que j'ai mené des études en italique. Docteur Hagagi, le Parlement a déjà évoqué la présence de 60 000 archéologues. Comment on a partagé et divisé ces archéologues? Donc, nous devons bien exploiter les archéologues. Donc, nous pouvons prendre en considération les sites archéologiques. Donc, les sites archéologiques peuvent assimiler plus que ce nombre. Mais le problème réside dans l'accroissement du nombre des archéologues dans un seul site archéologique. Par exemple, il y a certains sites archéologiques qui sont fermés. Par exemple, le musée du Kafr Sheikh. Alors, ce musée n'a pas été créé jusqu'à maintenant et il y a plus de 50 archéologues dans ce domaine. Donc, 60 000 archéologues sont suffisantes pour les sites archéologiques. Donc, 60 000 sont insuffisants, mais ceux qui existent maintenant sont mal partagés et divisés dans les sites archéologiques. Alors, c'est un problème bureaucratique
bureaucratique au sein du gouvernement. Auparavant, il y avait une volonté, maintenant il y avait une volonté d'amélioration, mais auparavant il y avait ce qu'on appelle le favoritisme. Même concernant le musée de Tanta, ce musée de Tanta a été fermé pour plusieurs années et on a nommé pour ce musée des 90 archéologues, incluant le restaurateur, le photographe, l'ingénieur ou l'architecte. Donc il y a également les gardiens de ce musée. Mais comme vous avez déjà mentionné, il y a mal répartition des archéologues. Donc, maintenant, Dr Mustafa, il est le secrétaire général du Conseil suprême de l'archéologie qui a déjà évoqué une loi, des amendements juridiques qui donnent 25 ans d'emprisonnement pour la fraude archéologique hors de l'Égypte. Est-ce que cela est nouveau dans la loi parce que les pénalités sont devenues plus dures? Est-ce que nous pouvons régler ou traiter les problèmes, les racines de ces problèmes? Si on s'intéresse dès le début à la pédagogie et à la matière pédagogique au sein des écoles, de manière que l'individu aime son pays et ne va plus penser à piller les antiquités. Donc, alors, si ces personnes n'étaient plus... donc, nous avons fait des fouilles à Ménia et dans plusieurs endroits archéologiques. Donc, même parfois, on attribue la pénalité à des individus qui n'ont rien à voir avec de ce crime. Il y avait un conteneur incluant le trousseau d'une mariée à Damiette. Et nous avons déjà évoqué ce trafiquant, mais après, il y avait un individu ordinaire et modeste qui a assumé la responsabilité et on a trouvé que ce n'était pas des antiquités. Donc, la punition peut être assumée par une seule personne et les hauts responsables échappent à la punition et aux sanctions. Et comme vous savez, il y a un bon nombre de crimes de pillage et de trafic des antiquités. Il y avait des antiquités qui ont été volées avant les événements du 25 janvier, et c'est ce que j'ai déjà dit. Et quand la révolution a été lancée, c'était Dr Hawass qui était responsable des antiquités à ce moment-là. Mais il y avait des antiquités qui ont été perdues et disparues depuis plusieurs années et ces antiquités ont été documentées officiellement et à la suite de la Révolution, on a déjà dit qu'au cours de ces événements, ces antiquités ont été pillées. Mais il y avait plusieurs antiquités qui ont disparu et vous allez trouver que j'ai mentionné et j'ai évoqué toutes ces questions. Concernant le syndicat des archéologues, il y a une organisation pour les antiquités. Vous avez déjà parlé de la pédagogie, de la sensibilisation. Même concernant les archéologues, il y a un manque de sensibilisation. Alors, je dis à tous les téléspectateurs, après avoir enseigné à l'université du roi Saoud à Riyad en 1987, j'ai coopéré avec mes étudiants à l'université de Kafr Sheikh et de Tanta. Quand l'universitaire achève la 4e année de l'université, il fait le tour de tous les sites archéologiques. Il y a des sites archéologiques préhistoriques, des sites archéologiques musulmans, des sites archéologiques coptes et musulmans. Et quand j'ai fait le tour avec mes étudiants de ces sites archéologiques. Et cela accroît la sensibilisation des universitaires. Et c'est ce qui a été mentionné par M. Dr Abdelhaye, qui a déjà dit que quand j'ai visité le musée de Tahrir, j'ai vu les étudiants de Dr Haggagi qui aiment leur pays. De même, donc, il était spécialisé dans la langue arabe et après avoir fait le tour avec moi, il a déjà m'a demandé d'être un étudiant
étudiants à l'université de l'archéologie. Donc, les étudiants de l'université de l'archéologie ont choisi ce type d'études. Mais en Égypte, il y a une chose très étrange. Les antiquités sont distribuées partout. Vous avez déjà parlé d'un trousseau d'une mariée, mais peut-être il y a un homme qui crée sa maison et il découvre des antiquités sous sa maison. Donc les antiquités sont réparties partout, mais il n'y a aucun intérêt accordé à ces antiquités. On pense que ces antiquités sont intéressées par les touristes et par les étrangers. Il n'y a plus de sensibilisation à l'égard de ces antiquités. Nous avons créé une association pour la préservation de l'héritage et connaissez votre pays, et l'un de mes étudiants est responsable de cette association et s'appelle M. Ashraf. Connaissez votre pays. Quand on me demande d'aller dans n'importe quelle école primaire, préparatoire ou secondaire, j'évoque ce thème. Concernant la sensibilisation, alors la sensibilisation doit commencer par le cycle primaire, à l'âge d'enfance, de même au sein du ministère de l'enseignement et de la pédagogie. Malheureusement, je ne vais pas mentionner la date exactement, mais je trouve des livres qui ont été rédigés par des spécialisés qui incluent certains sites archéologiques. J'ai besoin d'un responsable qui comprend très bien l'histoire de l'Égypte et il doit accorder d'intérêt aux époques coptes et aux époques musulmanes. Est-ce que la mentalité du peuple a perdu l'intérêt accordé aux antiquités? Est-ce qu'on s'intéresse à d'autres choses tout en passant outre les antiquités? Est-ce qu'on se désintéresse des antiquités? Donc, croyez-moi, même quand je parle avec des personnes ordinaires, je vais vous donner un exemple. Je leur dis, l'Égypte est la mère de la civilisation et la source de la civilisation. Nous avons appris aux autres de dire Amin. Amin, ça veut dire c'est le Dieu discret ou invisible. Chez les Coptes, c'est Christos. Ils disent également Amin. En tant que musulman, même, je dis également Amin. Alors, je dis à l'homme ordinaire, voit que l'Égyptien, c'est ce qu'on appelle le bafalon. Alors, j'ai fait telle ou telle chose. Les Coptes ou les chrétiens, c'est ce qu'on appelle Embel. C'est-à-dire, en tant que musulman, j'ai la tribune. Donc, nous sommes dotés d'une histoire très enrichie. Mais il est clair qu'il n'y a plus de sensibilisation suffisante. J'étais en France depuis quelques mois, je leur ai déjà dit qu'il y a une queue de foule pour visiter le musée de Louvre. Donc, le musée de Louvre inclut deux choses importantes. Vous allez trouver que 90% des antiquités sont des antiquités égyptiennes en plus du Mona Lisa. Donc, à travers votre émission, je demande et j'appelle que l'Égypte prend un pourcentage des billets du musée du Louvre. Nous voulons évoquer ce thème. Puisque vous avez déjà évoqué ce thème, nous avons parlé du problème interne, du manque de la sensibilisation et qu'on promulgue une loi pour accorder plus d'intérêt pour organiser l'archéologie. Alors, on doit sensibiliser les enfants à l'égard de l'importance de l'archéologie. Nous voulons parler de ce qui se passe à l'extérieur. Malheureusement, quand il y a un pillage des antiquités, pourquoi l'Égypte est incapable de restituer les antiquités? Parce que les autres pays vont nous dire nous avons acheté ces antiquités. Nous pouvons restituer une partie de ces antiquités. Alors très doucement, et parce que nous sommes très modestes et dans ce domaine, il y a des antiquités
qui sont sortis de l'Égypte, et spécialement à l'époque où l'administration des antiquités était contrôlée par les Français, c'est-à-dire avant la révolution de 1952. Ceux qui étaient responsables des antiquités, c'était des Français. Le grand inspecteur des pyramides était d'origine anglaise et par suite vous allez trouver un drapeau en haut du grand pyramide. C'est le drapeau de la Grande-Bretagne. Donc il y avait, par exemple, nous avons en Italie et à Rome spécialement 13 obélisques. Et nous avons également un musée à Torino et qui inclut des antiquités égyptiennes. Et nous avons le tiers des du musée du Vatican. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons au sein du musée? Donc, est-ce que nous touchons une partie des sommes d'argent? Donc, ce sont des antiquités égyptiennes qui sont exposées dans les musées étrangers. Donc, nous pouvons demander un pourcentage des billets du musée vendus aux individus. Donc, ces antiquités, avant la révolution de 1952, à cause de l'occupation, étaient dirigées et contrôlées par les Occidentaux. Donc, je ne vais plus entrer en détail, mais le Abbas el-Awwal a accueilli un prince Autriche qui a admiré les antiquités égyptiennes. Pour cette raison, le roi Abbas lui a octroyé ces antiquités. Il y a également le système appelé le système de la répartition ou la division. Et à cause de ce système, il y avait la tête de Nefertiti qui est sortie de l'Égypte. Après 1952, il y avait le système de la division, c'est-à-dire il y avait des fouilles archéologiques et ces fouilles étaient menées par des Égyptiens et des Occidentaux. Et à la fin de la saison, il y a une division, une répartition de ces antiquités. L'Égypte prend une partie de ces antiquités et le reste est octroyé aux missions étrangères. Et parfois, la tête de Nefertiti est sortie de l'Égypte. Il y avait un système de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce système a été annulé par M. Farouk Hosni, qui a accédé au pouvoir depuis 1987 jusqu'à la révolution du 25 janvier. Mais il a annulé ce système. Nous voulons parler de l'intervention étrangère dans l'archéologie égyptienne. Quand j'ai visité Aswan et le musée nubéen, le nouveau musée nubéen, et j'ai lu à propos de l'histoire nubéenne et du musée Fila, j'ai trouvé que grâce aux Occidentaux et les Occidentaux ont fait pression sur l'Égypte pour mener des fouilles et ils ont insisté de sauver les antiquités pour éviter les inondations du haut barrage. Donc, mais ils ont pris des temples totaux de l'Égypte. Pourquoi on ne peut plus restituer ces antiquités? Donc, je voudrais vous dire qu'à travers mon travail avec les Occidentaux, alors ils ne cherchent pas l'intérêt de l'Égypte. Et il y avait des guerres en Irak et dans d'autres pays et les responsables de l'UNESCO étaient silencieux à l'égard de la destruction des mosquées et des églises. Donc nous devons préserver nos antiquités. Alors, il y en a ceux qui disent que nous pouvons restituer les antiquités qui sont sorties d'une manière légale, d'une manière illégale. Mais les antiquités qui sont sorties de l'Égypte d'une manière légale ne sont plus restituées quand nous parlons du musée, et puis spécialement quand nous avons enregistré un chef-d'œuvre archéologique et on trouve ce chef-d'œuvre dans une surenchère. Alors, c'est très important. Le ministère des Affaires étrangères et nos bureaux à l'extérieur doivent jouer un rôle clé à l'égard de la restitution de ces antiquités. Docteur Hakkagi Ibrahim, vous êtes professeur et docteur de l'archéologie à l'université de Tanta. Je vous remercie.
Merci, bien entendu, j'espère bien moi aussi. Alors, je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme, un deuxième invité. On remercie Roda Ismail à la traduction. À tout de suite. نقدم مشروع المليون ونص فدان. مشروع معدات وافراد وكل الدراسات الخاصه بيه تم الانتهاء منها. اول مثال على الريف المصري الحديث هتشوفوه بالفعل شغال على الارض، اراضي اتعملت واتجهزت، ابار اتحفرت واتجهزت واتحطت عليها وسائل الري بتاعها. الكبير يا بلدنا ما بقاش الا القليل، الكبير يا بلدنا ما بقاش الا القليل. ان احنا مش هنعمل حاجه الا اذا كانت مدروسه كويس. انتوا بتعملوا حاجه عظيمه جدا، ما كانش قدامنا خيار تاني غير كده، نفضل نشتغل. الدوله ما بتعملش شعب، الشعب هو اللي بيعمل الدوله. بناء البلاد جهد وعرق واخلاص وامانه. انا اتحدى اي حد يقدر يعمل اللي احنا بنعمله ده في 10 سنين. قررت ان يكون العام 2016 عاما للشباب المصري. أصدرت حزمة من القرارات والتوجيهات: إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إطلاق مشروع بنك المعرفة المصري، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب المصري، انتهاء من تنفيذ بناء 145 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي للشباب خلال عام 2016، تحديث المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، توسع في النشاط الرياضي والارتفاع بمستوى اللياقة البدنية للشباب المصري، إحياء دور قصور الثقافة وإقامة المسابقات الفنية، إطلاق منتدى للحوار مع الشباب، مؤتمر وطني للشباب يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر سبتمبر القادم. لا تتخلوا عن تجربتكم، تمسكوا بوطنكم، تمسكوا بالأخلاق وصحيح الدين، تسلحوا بالعلم وواكبوا العصر، وبقوة شبابها ستحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر.
Là, c'est l'actualité. Le gouvernement syrien a fait état d'un accord prévoyant la reprise du contrôle d'une région rebelle près de Damas et un retour à l'approvisionnement en eau de la capitale. Mais l'opposition a démenti cette information. Commentaire tout de suite. L'accord annoncé mercredi par le gouverneur de Damas, Ala Ibrahim, porte sur la région rebelle de Wadi Barada, où se trouvent les importantes sources d'eau approvisionnant la capitale située à 15 km de là. Wadi Barada fournit la majorité de l'eau potable de la capitale, mais en raison des combats, beaucoup de canalisations ont été détruites, entraînant des coupures d'eau pour des millions de personnes. En vertu de l'accord, quelques 600 civils qui étaient assiégés par l'armée à Wadi Barada ont pu quitter cette localité, a indiqué une source dans cette région. Le président Assad s'était dit déterminé à reprendre le secteur et assurer l'approvisionnement en eau, et les combats se sont poursuivis malgré un cessez-le-feu entré en vigueur dans le pays le 30 décembre et parrainé par la Russie et la Turquie alliées des rebelles. Selon le gouverneur de Damas, l'accord prévoit que les insurgés rendent leurs armes lourdes et que les combattants qui ne sont pas de la région quittent Wadi Barada. L'armée entrera ensuite dans la région pour procéder au déminage afin de préparer l'entrée des équipes de maintenance pour réparer les dommages causés aux pompes et aux canalisations par des attaques terroristes, a-t-il précisé, en référence au groupe rebelle. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a également nié qu'il y ait eu un accord global, mais a confirmé que les habitants voulant quitter le secteur pouvaient obtenir un passage sécurisé. Le régime accuse les rebelles et le groupe terroriste Fatah al-Shem d'avoir intentionnellement coupé l'approvisionnement en eau de la capitale. Les insurgés de leur côté démentent la présence de Fatah al-Shem dans le secteur et accusent en retour les forces gouvernementales d'avoir bombardé les installations. En Irak, les forces irakiennes ont encore de gros combats à mener pour reprendre Mossoul aux terroristes, malgré les progrès rapides enregistrés ces dernières semaines, a estimé hier plutôt, un chef militaire américain. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi avait initialement promis que Mossoul tomberait à la fin de l'année 2016, mais il a récemment évoqué une échéance de 3 mois supplémentaires. Les détails tout de suite. Il y a encore beaucoup de combats à mener dans l'ouest de Mossoul, a estimé le colonel Brett Sylvia, qui commande 1700 conseillers militaires américains détachés auprès des forces irakiennes. Les terroristes ont mis des défenses parfois plus importantes dans l'ouest de la ville que dans l'est, où les forces irakiennes ont progressé jusqu'à présent, a-t-il expliqué. Commencée à la mi-octobre, l'offensive des forces irakiennes sur Mossoul s'est concentrée sur les quartiers de la ville situés à l'est du Tigre, fleuve qui traverse la ville de part en part. Les forces irakiennes estiment désormais avoir reconquis environ 80% de ces quartiers après une accélération de leur progression ces dernières semaines. Selon le colonel, la résistance de Daesh s'est affaiblie dans plusieurs domaines. Les attaques par camions-bombes sont beaucoup moins efficaces, les Irakiens arrivant à les faire sauter beaucoup plus souvent avant qu'ils n'atteignent leur cible, a notamment expliqué le responsable américain. Leurs dommages sont bien moins importants qu'auparavant, a-t-il dit. Avec l'aide des Américains, les forces irakiennes sont aussi parvenues à réduire l'efficacité des attaques par petits drones menés par Daesh depuis le début de l'offensive sur Mossoul, a-t-il dit. Les terroristes utilisent des petits drones commerciaux pour aller larguer des grenades, par exemple, a expliqué le colonel Sylvia. Mais l'efficacité de ces engins a considérablement diminué de fait des contre-mesures mises en place par les forces irakiennes avec l'aide des conseillers militaires américains, a-t-il indiqué. Et pour terminer, Israël a exprimé son opposition catégorique aux initiatives françaises pour relancer l'effort de paix avec les Palestiniens, qualifiant d'illusion très néfaste une conférence internationale organisée dimanche à Paris. Tel Aviv n'a cessé de dénoncer l'initiative depuis que la France l'ait lancée en janvier 2016, il y a un an donc, pour tenter de sauver la solution à 2 États. Commentaire tout de suite. L'adjointe des Affaires étrangères a affirmé devant la presse
que la seule voie vers la paix était celle de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, que la conférence prévue dimanche éloignait les perspectives de paix et que le seul pays sur lequel on fait pression est Israël. Un responsable gouvernemental israélien a répété plus tôt mercredi sous le couvert de l'anonymat le refus d'accepter l'invitation française faite au Premier ministre Benjamin Netanyahu à venir à Paris pour être informé des conclusions de la conférence juste après celle-ci. Le président palestinien Mahmoud Abbas, également invité, a prévu de faire le déplacement. Israël a démontré par le passé qu'il savait conclure des accords de paix en employant une seule formule, les négociations directes, sans dispenser créer l'illusion très néfaste auprès de la partie palestinienne qu'elle pourrait obtenir tout ce qu'elle veut sans parler à Israël, a dit la ministre adjointe israélienne. Elle a cité l'attentat dans lequel un Palestinien a tué 4 soldats israéliens et a blessé 17 autres dimanche à Jérusalem. Combattre le terrorisme devrait être l'objectif numéro 1 de la communauté internationale, mais le sujet ne sera même pas discuté à Paris. Malheureusement, le seul pays sur lequel on fasse pression, c'est Israël, a-t-elle dit. Israël n'a cessé de dénoncer l'initiative depuis que la France l'a lancée en janvier 2016 pour tenter de sauver la solution à 2 États. Les Palestiniens, au contraire, ont adhéré à l'initiative. L'effort pour résoudre l'un des plus vieux conflits de la planète est moribond depuis l'échec en avril 2014 de la dernière initiative en date, celle de l'administration Obama. Bon, on reste toujours dans l'Antiquité, voilà, dans le thème. On va parler tourisme maintenant avec notre invité Karim Ali, il est vice-président d'une agence de voyage, une grande agence de voyage ici en Égypte. On va faire un bilan de la fréquentation touristique en Égypte durant 2016. Qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce que redynamisme du tourisme bientôt ou pas? On va voir ça ensemble. Merci à vous, Karim, d'être avec nous. Merci. Alors, tout d'abord, des chiffres. En 2016, combien de touristes? Comme c'était indiqué par le ministère, on a reçu à peu près de 3,5 millions 2016 jusqu'à fin de septembre. Je ne pense pas que le nombre a augmenté beaucoup durant ces quelques mois, parce qu'aussi il y avait le tourisme local. Il y avait des Égyptiens qui vont au Chacham, à Luxor, à Souan, spécialement. Ah voilà, donc ces 3 millions, ça consiste en 3 millions quoi? étrangers. 3 millions d'étrangers. Ouais. Mais alors, ils sont où ces 3 millions? Parce que quand on va, et on va en parler dans des sites comme Luxor et Aswan, malheureusement, on ne les voit pas, les 3 millions. Alors, ils sont plutôt à Hurghada ou à Sharm el-Sheikh, c'est ça? Non, je vais te dire exactement. Nous avions de 3,5 millions, on avait à peu près 80% avant, ou 60%, 75% avant l'avion, la Russe, et l'avion de France le dernier mai. Les nombres ont baissé beaucoup après ça. Ah oui, donc en fait, depuis mai, c'est donc le crash d'air. Il y avait Sharm était plein, hein, pas plein, mais il y avait du business à Sharm, et il y avait du business dans les croisières. On peut dire, oui, il y a maintenant 20-22 croisières sur le Nil au lieu de 222. Mais durant quelques temps, il y avait beaucoup de touristes là-bas. Tous ces bateaux étaient full, avec des Égyptiens et des étrangers, pas seulement les étrangers. Mais bien sûr, le nombre a baissé après septembre, beaucoup. Hein. Ça n'a pas augmenté. Qu'est-ce qui a été considérable et remarqué surtout après ces incidents, surtout les 2 crashs d'avion là. Enfin, c'est très difficile. Regarde, l'Égypte a vécu depuis 1990 des problèmes de terrorisme. De 2001, on a 2 buildings à New York. On a vécu des choses de 1997. On avait à Luxor, Hatshepsut. Mais ça reprend. Maintenant, il y a des problèmes dans tout le monde, même en France, même en Allemagne, même n'importe où tu peux avoir des terrorismes, n'importe quoi. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, l'Égypte, elle doit se reprendre. La Turquie, il y a toujours des membres, mais il y a du tourisme. Je ne sais pas, l'Égypte doit faire un peu d'effort pour la publicité peut-être. Il faut un peu concentrer sur le voyage des congrès. Il faut faire des congrès, il faut faire le voyage de récompense. Il faut faire, ce n'est pas seulement le voyage de loisirs. Parce que le client qui vient pour un voyage de récompense, c'est quoi le récompense? Le voyage de récompense, c'est incentive travels, comme on dit en anglais. C'est le voyage d'incentive. Par exemple, une grande agence
France, en Allemagne, une grande agence de business, d'assurance, quelque chose comme ça. Elle donne un incentive ou récompense pour leurs employés de venir en Égypte s'ils vont avoir ce budget, par exemple. D'accord, c'est une espèce de un voyage de récompense. Voilà, donc ils ont fait un budget, un travail énorme considérable. Budget. Pour cela, vous devez venir en Égypte, avoir un dîner dans le Luxor, le temple de Luxor. Mais pourquoi ça serait en Égypte particulièrement? Parce que l'Égypte a des traités avec des compagnies. Enfin, non. Ça serait le voyage de récompense, chaque compagnie envoie ses employés chaque année dans un pays. Ah, d'accord. Donc l'Égypte, avant 2011, était fort avec ce genre de voyage. Et le client qui vient, il ne paie rien de ses poches. C'est l'agence qui lui paye. Et ils font des choses incroyables. Tu fais des dîners aux pyramides, dîners dans le temple de Habo, tu fais le temple de Hatshepsut, des dîners, Opéra Aïda, privés pour eux. Donc, chaque client paye minimum de 10 à 15 000 dollars. L'agence qui paye pour lui, c'est pas lui-même. Maintenant, par exemple, tu as quelque chose de différent. La qualité de client est différente. Et la quantité est différente. Avant, tu avais, comme on avait dit, de 2010, c'est 14,7 millions. Et genre de client qui est tout à fait différent que le client qu'on a maintenant. Les clients qu'on a maintenant, ils viennent pour tout inclus, ils vont dans des hôtels à Hurghada, à Cham, tout inclus. Ils ne sortent pas de l'hôtel pour faire le shopping, pour prendre des taxis, pour acheter des choses. Non, ils restent à l'hôtel parce que tout inclus. Pourquoi il va sortir? En plus, l'hôtel lui, il fait tout. Il y a les activités, il y a. C'est pas mal d'avoir ça. Mais le client lui-même, il ne veut pas sortir parce que quels sont les clients qui viennent maintenant en Égypte? L'Ukraine vient maintenant, les Russes ne viennent pas. Toute l'Europe de l'Est. L'Ukraine, avec tout le respect, mais quand ils viennent ici, ils restent dans des hôtels tout inclus. Ils ne sortent pas de l'hôtel parce s'ils vont dépenser 200, 300 dollars en plus de l'hôtel, c'est tout. Mais si tu as les clients de voyage de récompense ou voyage de congrès, on a fait des congrès de 18 000, de 6 000, de 7 000, de 3 000, ça c'est le business qui apporte pour l'économie. Ces gens dépensent de l'argent, ils font des gros tentes, dans les pyramides, ils font des congrès, tous les gens travaillent derrière eux. Oui, mais enfin, je veux dire, l'Égypte, pour parler d'antiquité tout à l'heure, je veux dire, le pays propose, c'est plus un voyage, je pense, culturel qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des monuments à voir, il y a une civilisation de quelques milliers d'années à voir. Et je pense que il y avait donc tout ce qui est business, travel, etc. Mais les gens venaient surtout pour voir ça. Ceux qui vont à Luxor, à Aswan, à Hatshepsut, c'était pour voir le soleil rentrer le 25 octobre. Voilà, à l'intérieur, c'est pour voir l'immensité du temple de Karnak, de Philae. Après, voilà, c'est un choix et une volonté aussi de la part des touristes de voir ça. Le tourisme, c'est pas seulement le tourisme de loisirs. Il y a beaucoup de différents genres de tourisme. Bien sûr, ça c'est très important, mais ces gens veulent venir pour passer leurs vacances. S'ils vont venir pour passer leurs vacances, ils veulent être sûrs que tout est très organisé, très bien, sécurité, tout. La sécurité est très bien, mais comment on va leur transformer ça? Ils doivent savoir que la sécurité est très bien. Alors, est-ce que l'image de l'Égypte à l'étranger est toujours aussi négative? Le problème, c'est que d'ici, nous, en Égypte, on a l'impression que oui. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on va à l'étranger, puis on dit je viens d'Égypte, vous venez du Caire, vous venez d'Égypte, moi j'aimerais. Alors il y a des gens qui aimeraient venir. Sérieusement, il y a des gens qui ne sont pas venus en Égypte, qui aimeraient voir c'est quoi ce pays, qui sont curieux, qui ont entendu parler de ces pyramides immenses, presque immortelles, et qui souhaiteraient venir. Mais il y a un truc qui les empêche. Vous êtes agent de tourisme, vous devez nous expliquer ce qui les empêche. Les médias, par exemple, tu as tout le média qui te dit qu'il y a à chaque fois la guerre. Il y a la guerre. On peut dire qu'il y a la guerre tu as la guerre, vraiment. Pas au Caire, pas à Luxor, pas à Aswan, mais chaque fois le média te dit il y a des problèmes, pas seulement en Égypte, Turquie, dans la région. Dans les gens qui vont voyager pour loisirs. Par exemple, où sont les groupes des études, des collèges et des études qui viennent voir l'histoire de l'Égypte, visiter les pyramides et passer par tous les lieux où il y a les lieux touristiques? Où sont ces groupes? Tu ne peux pas envoyer tes enfants pour aller dans un lieu, peut-être il y aurait un risque. Ouais. Tu ne peux pas. Donc les gens vont penser 2-3 fois avant de décider. Oui, bien sûr, ils veulent. Qui ne veut pas voir les pyramides, les temples?
Qui ne veut pas voir ça? Tout le monde veut voir ça. C'est vrai que quand on parle de l'Égypte à l'étranger, dès que tu as 7 ans, 8 ans, dès que tu as 7 ans, 8 ans et tu fais les études en Europe ou en Angleterre ou à l'Amérique, il y a ça dans tes livres. Tu étudies les pyramides, tu étudies toute cette histoire. Tu veux la voir. Alors maintenant, ce que j'ai entendu, c'est que même si les gouvernements européens, et merci à eux, donc ont retiré on va dire ce qu'on appelle l'interdiction, j'arrive pas à trouver le mot, l'interdiction de voyager en Égypte, ils l'ont retiré, donc politiquement et diplomatiquement parlant, elle n'existe plus, mais les agences de voyage, elles, par contre, ne mettent pas l'Égypte dans leur carte, et ça vous savez très bien. Les étrangers, oui, bien sûr. Parce que, alors, par exemple, c'est parce qu'on reprend cette image de pays à risque aussi, malheureusement. Si le gouvernement de l'Europe dit, par exemple, je préfère ne pas voyager maintenant pour l'Égypte. S'il y a 100 qui veulent voyager, 20 seulement qui vont voyager. Les autres 80 ne vont pas voyager. Comment enlever ça? Il faut présenter à l'étranger que l'Égypte existe safe. Et c'est en sécurité. Sécurité. Et c'est vrai, il y a la sécurité partout. Si tu vas aux pyramides, si tu vas à n'importe quel temple, la sécurité est vraiment très bien. Les hôtels sont très bien sécurisés. Mais comment envoyer ça à l'étranger? Comment leur faire voir ça? C'est à vous de nous le dire. Non, ça c'est un grand plan. Ça c'est un grand plan. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Le ministre, par exemple, ils ont décidé de faire 63 millions d'euros de dépenser pour le marketing, pour la destination, durant 3 ans. Pour moi, c'est un grand budget. 63 milliards. Millions. Millions. Pour moi, c'est un budget. C'est un beau budget. C'est un beau budget, mais pas pour 3 ans. C'est quoi? C'est 1 milliard de livres, ça? Oui, c'est 1 milliard et quelques. Oui, 1 milliard de livres, oui. Tu payes maintenant pour faire la publicité dans les métros à l'Angleterre, en Italie, à l'Allemagne. Tu dois aller à Ukraine, tu dois aller aux Chine. Il y a beaucoup de business qui viennent de là-bas. Mais où sommes-nous de ça? On doit faire par exemple, après le Gulf War, après qu'elle est terminée, on a fait quelque chose, le ministre ou la ministère a fait quelque chose qui s'appelle BTN, c'était Back to Normal. Ils ont voyagé, un groupe de 25, de 30, 35, dans tout le monde, une délégation. Et il allait faire des présentations avec Dr Zahi Hawass, M. Elhami Zayat, qui était dans le ETA dans ce temps, et faire des études aux gens, leur faire voir l'histoire de l'Égypte. Ils doivent réfléchir comment on doit attraquer les clients pour venir chez nous. Tu dois avoir... Bien sûr, le trafic doit être mieux. Beaucoup mieux. C'est-à-dire? Tu prends maintenant pour aller... Si tu es à un hôtel au Tahrir Square, à Tahrir, et tu veux aller aux pyramides pour faire la visite, tu vas prendre 2 heures pour aller là-bas. Faire une visite pour 45 minutes. Rentrer après pour le musée égyptien, encore 2 heures. Le client va perdre 4 heures en route. Ça, c'est le problème du Caire. Hein. Oui, bien sûr, mais il faut à peu près améliorer ça. Laisser les gens conduire en ordre, seulement en ordre. Alors, on va juste reparler, il nous reste presque 1 minute. On va reparler de ce budget. Donc, vous estimez que ce budget est insuffisant pour le marketing Ce budget est très suffisant si on n'a pas des problèmes comme ce qu'on a maintenant. Mais si on a des problèmes maintenant, bien sûr, on veut un gros budget, vraiment un gros budget. Ça, c'est peut-être pour 1 an, mais pas pour les 3 ans. Il doit être plus en plus. Je sais que ce qu'on passe, la situation c'est difficile d'avoir, spécialement c'est en dollars ou en euros, mais bien sûr, le section privée ne peut rien faire, parce qu'il n'y a pas le business, donc les gens n'ont pas de travail, d'où ils vont payer. Mais je pense qu'on doit faire il y a des plans à présenter, mais ce n'est pas le même temps. Les hommes d'affaires en sont incapables, vous croyez? Vous sont incapables de subventionner un petit peu, si le président fait un petit peu à la Vladimir Poutine et leur demande de mettre quelques sommes pour justement essayer de faire un peu de marketing sur le pays, à améliorer son image, la redorer, etc. Les hommes d'affaires sont incapables d'injecter quelques millions de dollars.
Oui, bien Ils sûr. ont invité, je vous rappelle qu'ils ont invité des grands joueurs dans des médias comme Ronaldo, comme Messi. Ils ont les moyens, je pense, de payer 20 millions de dollars pour que ces gens-là viennent. Alors, je pense qu'ils peuvent les mettre aussi pour la promotion, la campagne de leur pays. Bien sûr. Enfin, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Oui, bien sûr. Si j'ai quelqu'un qui est fameux, quelque chose, je peux l'inviter, et avec le presse aussi. Pas seulement lui-même. Je veux 7, 8, 9, 10 personnes de la presse qui viennent prendre les photos et écrire. Et maintenant, tu n'écris, quand tu rentres, tu vas écrire. Non, tu écris maintenant, tu prends la photo et tout le monde le voit. Et tous les médias maintenant, c'est dans des secondes. Ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est un gros problème. Enfin, en tout cas, pour conclure, un dernier mot. Est-ce que cette année 2017, optimiste pour l'afflux du tourisme ou pas? 2017. Je pense que durant l'été, oui. Sharm el-Sheikh, bien sûr, Hurghada vont être beaucoup mieux que cette année. D'accord. Et j'espère octobre, novembre, décembre, ça va sauter. Inch'Allah. Non, bien sûr, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous, Karim Ali. Vous Merci. êtes vice-président d'une grande agence de voyage en Égypte. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite, si je ne vous vois pas ce week-end, un excellent week-end et une excellente soirée aussi. Au revoir.